Bonjour et bienvenue à Blessing TV. Conformément à l'article 84 de la loi portant protection de l'enfant, il est créé dans chaque territoire et dans chaque ville une juridiction spécialisée dénommée tribunal pour enfants, servant à la protection judiciaire de l'enfant. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le cadre de notre émission Point de vue de l'expert, au sein du tribunal pour enfants de Kichasanga-Liema, pour nous entretenir avec le président de ce tribunal, à la personne de M. André Fleury Kiamba, pour en savoir un peu plus du fonctionnement de l'organisation et du rôle de ce tribunal dans la protection de l'enfant. Bonjour M. Fleury. Bonjour Blessing. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non, pas du tout. Je pense que c'est ça mon nom. Je m'appelle André Fleury Kiamba. Je suis président du tribunal pour enfants de Kichasanga-Liema, là où vous vous retrouvez actuellement. Ok, merci M. Fleury. Soyez le bienvenu. M. Fleury, pouvez-vous nous parler en bref du fonctionnement de l'organisation et du rôle de ce tribunal? Oui, merci beaucoup pour la question. Elle est intéressante et ça vaut la peine que nous puissions répondre à vos préoccupations. J'aimerais commencer par l'organisation et puis ça sera la question relative au fonctionnement et au rôle, comme vous avez souhaité, du tribunal pour enfants de Kichasanga-Liema. Et il en est de même pour tous les autres tribunaux pour enfants. C'est vrai que le tribunal pour enfants, comme vous venez de le dire, est une juridiction spécialisée qui est créée conformément à l'article 84 de la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, qui a institué cette juridiction, donc ce tribunal, conformément à l'article 149 alinéa 5 de la Constitution. Alors, comment est-il organisé et comment il fonctionne? Quel est son rôle? Je pense que c'est ça votre préoccupation. S'agissant de l'organisation d'abord, il faudra savoir que le tribunal pour enfants est organisé en ce sens qu'il y a en son sein des juges, n'est-ce pas, oui, des greffiers, des assistants sociaux, mais également des membres du comité de médiation. Ce sont là les acteurs de protection de l'enfant qui interviennent dans les cas de protection de l'enfant, qu'il s'agisse de la protection judiciaire ou de la protection sociale. Alors, le juge qui sont plutôt deux magistrats, n'est-ce pas, qui sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature et affectés en tant que tels, sont deux magistrats de carrière qui ont accepté justement de travailler en tant que juge pour enfants. Et ils sont dirigés par un président que je suis. Donc à la tête du tribunal pour enfants, il y a un président, il y a des juges, ça c'est du côté judiciaire, et du côté de l'administration, il y a les greffiers qui sont dirigés par un chef de greffier que nous appelons les divisionnaires, donc les greffiers divisionnaires, ainsi qu'il est secondé par ses adjoints. Mais il y a également un corps des assistants sociaux qui sont affectés par la direction provinciale des affaires sociales, la division provinciale des affaires sociales, je voulais dire, et à la tête de quelle équipe se trouve un chef de poule, donc le chef de poule qui est le numéro 1 des assistants sociaux dans les cas de leur organisation. Mais hormis ces trois acteurs, il y a également le membre des comités de médiation qui, eux, ne sont pas vraiment permanents au niveau des tribunaux pour enfants. Ils travaillent ailleurs, généralement, disons, au niveau des communes, de chaque commune. Dans le cas de notre tribunal, nous avons 3 communes dans notre ressort. Il y a la commune de Ngaliema, la commune de Mungafula, ainsi que la commune de Kitambo. Et c'est au niveau de chaque commune que l'on trouve le membre des comités de médiation, qui sont composés de 3 personnes. Il y a un président, une présidente, il y a le secrétaire, une secrétaire, et il y a un membre. Ça, c'est une organisation conformément à l'arrêté du gouverneur. Et s'agissant de son fonctionnement, le tribunal pour enfants fonctionne avec 2 chambres. Il y a la chambre de première instance, ainsi que la chambre d'appel. La chambre de première instance siège à juge unique, donc il n'y a qu'un seul juge. Lorsqu'il y a un dossier qui arrive, il est enrôlé, ce dossier est attribué à un juge. Lorsque ce juge rendra la décision ou rendra le jugement, si ce jugement est attaqué par voie de recours, notamment l'appel, en ce moment au degré d'appel,
c'est la deuxième chambre qui va intervenir pour statuer, pour examiner le bien fondé ou non de la décision qui a été rendue en chambre de première instance, c'est-à-dire par le premier juge. Et en chambre d'appel, il y aura 3 juges. Ça ne sera plus un seul juge ou une seule juge, mais ça sera 3 juges. C'est pour ça qu'il y a 2 chambres qui interviennent dans les cas de fonctionnement. Je venais de le dire tout à l'heure. Il y a la chambre de première instance et la chambre d'appel. Quel est le rôle maintenant du tribunal pour enfants? C'est justement, comme vous l'avez dit à l'introduction de votre émission, c'est justement pour statuer, pour justement examiner les cas des dossiers judiciaires dans lesquels se trouvent impliqués les enfants. Il peut s'agir des enfants en conflit avec la loi, les enfants en situation difficile ou les enfants qui ont des problèmes civils liés par exemple aux besoins des titres administratifs. Il peut s'agir d'un acte de naissance dont les parents n'ont pas pu déclarer l'enfant à l'état civil. Et lorsqu'ils viennent devant nous, c'est pour obtenir un jugement qui est un jugement supplétif d'acte de naissance. Il peut s'agir d'un jugement d'adoption. Un parent qui a besoin d'adopter un enfant, il s'adresse au juge pour enfants justement pour obtenir un enfant qu'il aimerait adopter. Il peut s'agir d'un cas de tutelle, un cas de parenté qui se pose, n'est-ce pas? Il y a des matières qui sont justement définies à l'article 99, alinéa 2, en ce qui concerne les cas de dossier civil. Tandis que les matières relevant du pénal, du droit pénal, ce que nous appelons enfant en conflit avec la loi, là, c'est plutôt une autre matière, justement, qui intervient et qui est d'ailleurs très fréquent. Mais hormis les 2, civil et pénal, il y a ce que nous appelons le dossier en matière d'enfants en situation difficile, donc les enfants qui posent un problème social. Ok, merci Président. Qu'entendez-nous par enfant en conflit avec la loi ou enfant en situation difficile? Parce que ce sont les termes qu'on entend très souvent. Oui, merci. Il y a une différence entre un enfant en conflit avec la loi et un enfant en situation difficile. Qui appelons-nous enfant en conflit avec la loi? Et c'est la loi qui le définit, n'est-ce pas? Oui. Un enfant est en conflit avec la loi lorsqu'il a commis un manquement qualifié d'infraction, n'est-ce pas? Oui. Et cet enfant doit être âgé de 14 à moins de 18 ans. C'est-à-dire ce sont des enfants dont l'âge varie de 14 à moins de 18 ans et qui commettent des manquements qualifiés d'infraction en ce qui concerne les enfants. Chez les adultes, on dirait celui qui a commis une infraction. Mais comme il s'agit d'un enfant, nous ne parlons pas des termes infraction, nous parlons plutôt du manquement qualifié d'infraction. Donc il faut d'abord partir de son âge, mais également du fait qu'il a commis, du fait qu'on lui reproche. Tandis qu'un enfant en situation difficile, lui n'a pas commis un manquement qualifié d'infraction. Lui, il se pose un problème social vis-à-vis de cet enfant-là. Qui est-il? Il s'agit des enfants, n'est-ce pas, qui ne bénéficient pas en quelque sorte des services sociaux de base. Quels sont ces services sociaux de base? Il peut s'agir de la scolarité, de l'éducation, de la santé, c'est-à-dire des traitements dont l'enfant a besoin. Mais pour cet enfant-là, pour cette catégorie d'enfants, ils sont privés de ces droits-là, ce qui n'est pas normal. C'est comme ça que le législateur a estimé qu'il s'agit là des enfants qui posent un problème social et donc ils sont en situation difficile. Parmi ces enfants, on peut citer les enfants vivant avec handicap, les enfants orphelins, les enfants même mères, par exemple, qui ne vont plus à l'école ou qui ont ils ont un problème social, un problème de survie avec le bébé, il est lui-même enfant, mais il vient d'avoir aussi un enfant. Vous comprenez? Là, il se pose un problème. L'enfant qui n'accède pas aux services sociaux de base, ce sont ceux-là que nous appelons enfants en situation difficile. Quand vous lisez l'article 62, et vous verrez que le législateur énumère cela jusqu'au 11e point. N'est-ce pas? Tous ces enfants-là, toutes ces catégories sont définies à l'article 62 de la loi portant protection de l'enfant. Mais à titre d'exemple, ce sont ceux-là que je viens d'énumérer. Ok, Président, mais qu'est-ce que vous faites des enfants en situation difficile? Oui, chaque fois que nous sommes en présence d'un cas d'un enfant en situation difficile, nous sommes appelés, nous en tant que tribunal pour enfants, à trouver des solutions à ces problèmes-là. Je prends l'exemple d'un enfant rejeté, un enfant abandonné, n'est-ce pas? Un enfant que nous appelons généralement enfant de la rue, même si la rue n'a pas d'enfant. Nous aimerions que ces enfants soient plutôt appelés enfants en rupture familiale.
C'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment en contact avec leur famille. Qu'est-ce que nous faisons avec ces enfants? Il suffit qu'un enfant soit retrouvé quelque part, ils sont soit amenés ou conduits au niveau des services communaux, des services sociaux au niveau des communes, qui à leur tour les orientent au niveau des tribunaux pour enfants, où la personne qui est entrée en contact directement avec l'enfant peut directement l'amener au niveau du tribunal pour enfants. Et dès qu'un tel enfant arrive, nous le mettons à la disposition des assistants sociaux qui vont justement écouter l'enfant, vérifier quelle est sa situation, pourquoi a-t-il accepté d'être loin de ses parents et d'aller vivre dans la rue par exemple, et quelles sont les solutions à envisager par rapport à sa situation. L'assistant social qui s'est entretenu avec l'enfant va faire un rapport au président du tribunal pour enfants que je suis. Il peut faire une requête et sur base de la requête, il va expliquer la situation de l'enfant. Nous ouvrons un dossier que nous appelons dossier RSD, donc dossier en matière d'enfants en situation difficile, donc c'est le registre RSD, et que ce dossier est attribué à un juge ou à une juge qui va examiner également ensemble avec l'assistant social les cas de cet enfant-là. Si l'enfant a des parents, donc il a des repères, les parents sont connus, mais qu'il n'aimerait pas vivre avec eux, pour ces cas-là, c'est le juge qui prend la décision de placement. Il doit chercher où placer l'enfant. Les enfants ne peuvent pas être placés dans un cachot, les enfants de telle catégorie, ils sont plutôt placés dans une institution privée agréée à caractère social. Le juge, dans sa décision, il va examiner le cas de l'enfant et chercher où le placer. Il y a des structures qui existent, des placements des enfants en situation difficile. S'il s'agit d'un enfant qui n'a pas de repères, donc dont les parents ne sont pas connus, généralement ils disent « je n'ai pas de parents ». Quand vous lui posez la question lors de l'identification, il vous dit « je n'ai pas de parents ». Et pour un tel enfant, ce n'est pas le juge qui prendra la décision, mais c'est plutôt l'assistant social. Et l'assistant social, lorsqu'il prendra la décision de placement, il va placer l'enfant à un endroit précis, là où il estime que l'enfant sera très bien pris en charge, et il doit retourner chez le président ou chez le juge pour solliciter l'homologation de sa décision. Et le juge, par voie d'une ordonnance, va homologuer la décision de placement qui a été prise par l'assistant social pour justement garder l'enfant là où il a été placé. Quelle est la procédure à suivre pour saisir le tribunal en cas d'enfant en situation difficile ou en conflit avec la loi? La procédure diffère selon les cas. Pour les cas des enfants en situation difficile, je viens d'expliquer tout à l'heure, il suffit qu'un cas soit justement révélé au niveau ou dénoncé au niveau du tribunal pour enfants. C'est par voie de la requête de l'assistant social. L'assistant social va nous adresser une requête. C'est dans la requête qu'il va expliquer la situation de l'enfant. Et la procédure à suivre, c'est celle que je viens d'expliquer. Il y a la requête qui va donner lieu à l'ouverture d'un dossier judiciaire, un dossier en matière d'enfants en situation difficile. Et sur base de ce dossier-là, on prendra une décision de placement de l'enfant et on convoquera les jours qui suivent les parents, s'il existe, pour savoir pourquoi l'enfant n'est plus avec eux. Pourquoi l'enfant a choisi la rue plutôt que la maison, plutôt que la famille. Or, l'enfant doit vivre dans un environnement familial. L'enfant n'est pas appelé à aller rester dans la rue. Nous connaissons les conséquences de cette vie qu'il mène dans la rue. J'ai passé aujourd'hui, le matin, quand je revenais, j'ai vu un groupe d'enfants, là c'est sur mon avenue, un groupe d'enfants apparemment en situation difficile. Et il faudra que cela nous interpelle plus. Or, ce n'est pas loin de la maison communale. Il y a un service, n'est-ce pas, des assistants sociaux au niveau de chaque commune qui devrait s'occuper de ces cas-là. Et quand il y a une requête, ça doit donner lieu d'abord au placement de l'enfant et l'assistant social doit mener des enquêtes justement pour retrouver les parents. Et ces parents seront convoqués pour qu'ils disent au juge pourquoi les enfants ou l'enfant a choisi la rue plutôt que la famille. Et au besoin, le juge aura pour mission de conscientiser les parents, de les amener sur la bonne voie afin d'accepter leur enfant et de retourner en famille. Mais s'il s'agit des enfants dont les parents ne seront pas connus, dans la plupart des cas, les enfants disent qu'ils n'ont pas de parents, ils sont orphelins. Pour ces cas-là, justement, il y a des centres, comme je le disais tout à l'heure, il y a des centres d'hébergement qui se chargera justement de l'éducation et de la survie de ces enfants-là, de leur santé, ainsi de suite. Mais
par rapport aux enfants en conflit avec la loi, quelle est la procédure? Là, le tribunal est saisi par voie d'une requête. La loi précise, c'est par voie d'une requête. La requête émane de qui? La requête peut émaner soit de l'officier de police judiciaire, soit de l'officier du ministère public, qui est le magistrat du parquet, soit de la victime de faits commis par l'enfant, soit des parents de l'enfant, soit de l'assistant social, ou encore le juge peut se saisir d'office. Mais également l'enfant lui-même, qui a commis un manquement qualifié d'infraction, lorsqu'il estime que ce que je venais de faire n'est pas normal, n'est pas acceptable dans la société, il peut également de lui-même, de façon spontanée, venir justement saisir les juges et ça donnera lieu à l'ouverture d'un dossier que nous appelons dossier en matière d'enfants en conflit avec la loi, donc dossier RSL. Et ce dossier sera confié à un juge qui aura pour mission justement d'examiner, d'instruire ce dossier et de répondre par rapport aux faits commis par l'enfant en invitant la partie victime, en invitant ou en convoquant le parent de l'enfant et l'enfant lui-même pour le besoin de l'instruction. Là, c'est une matière qui est tout à fait spéciale, n'est-ce pas, qui est traitée au niveau par les audiences que les juges tiennent au niveau du tribunal. Tandis qu'en matière d'enfants en situation difficile, il n'y a pas d'audience. C'est aussi ça la différence. C'est justement une question ou un dossier qui est traité par le juge sans la tenue des audiences. Mais en matière d'enfants en conflit avec la loi, les audiences se tiennent. Il faudra qu'il y ait le juge et le ministère public, n'est-ce pas, le magistrat du parquet, ainsi que le greffier, audiencier, pour justement appeler la cause à l'audience, examiner. Ce n'est pas un dossier qui sera traité en un jour. Ça peut vous prendre 2 jours ou 2 mois, jusqu'à ce que le juge prendra le dossier en délibéré et rende la décision par rapport aux faits, n'est-ce pas, qui ont été portés à sa connaissance et les faits pour lesquels il a instruit, il a entendu toutes les parties et va donner une décision par rapport à tous ces faits-là. Ainsi, la décision peut être soit dans le sens de placer l'enfant sous l'autorité parentale ou le placer dans une institution privée agréée à caractère social ou encore le placer dans une institution publique, n'est-ce pas, à caractère social. Ça dépendra de faits qui sont reprochés à l'enfant. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est que tout juge doit comprendre que le lieu le mieux approprié pour l'enfant, c'est la famille. Donc la première décision du juge doit consister à placer l'enfant dans un environnement familial. S'il n'y a pas une famille, c'est à ce moment-là que l'on peut envisager d'autres possibilités, soit dans une famille d'accueil, n'est-ce pas, soit dans une famille autonome, n'est-ce pas, ou encore dans une institution privée agréée à caractère social. C'est exceptionnellement que l'enfant peut être placé dans une institution publique. Là, en s'agissant des institutions publiques, nous n'avons qu'une seule, nous n'avons qu'une, c'est le pavillon, nous nous référons au pavillon 10, n'est-ce pas, de la prison centrale de Makala, malheureusement, parce que j'ai toujours dit que ce n'est pas le lieu approprié pour le placement des enfants. Il aurait fallu que l'État reprenne les travaux avec léger de Mbenteke Foot, si je ne me trompe pas. C'est là où les enfants devraient se retrouver. Mais malheureusement, cet EG, donc cet établissement de garde et d'éducation de l'État, est dans un état de délabrement très avancé. Il y a même une partie qui est occupée par les hommes en uniforme et que l'on n'arrive pas à récupérer à l'instant même. Mais nous estimons que nous espérons qu'avec le temps, il y aura quand même un établissement de garde d'éducation de l'État qui servira au placement des enfants en conflit avec la loi. Donc les enfants aussi en conflit avec la loi, si on les a jugés, on les amène à Makala? Oui, je le disais, malheureusement, il y a un pavillon qui est essentiellement réservé aux enfants qui sont auteurs de manquements qualifiés d'infraction. Donc c'est un pavillon à part, uniquement réservé aux enfants. Dans ce pavillon-là, comment est-ce que ça se passe là-bas? Là, c'était notre service Blessing. Nous faisons les judiciaires. Ça, c'est l'administration pénitentiaire au niveau de la prison. Je pense qu'avec le temps, dans le cadre de votre émission, vous pouvez y arriver, n'est-ce pas, oui, pour vous rendre compte des conditions de vie des enfants et de la façon dont les audiences se tiennent là-bas quand les juges se rendent là-bas. Et ça pourra également enrichir votre émission. Président, est-ce que l'enfant de tout âge peut être jugé ou il y a des exceptions?
Oui, et justement, il y a des exceptions. La loi portant protection de l'enfant a fait justement cette différence. Lorsque un enfant qui est déféré devant le juge à moins de 14 ans, n'est-ce pas? Donc, à moins de 14 ans, c'est-à-dire de 1 à 14 ans, n'est-ce pas? Ou à moins de 14 ans, cet enfant-là ne pourra pas faire l'objet de poursuites. L'enfant sera relaxé, donc laissé à la disposition de l'assistance sociale qui prend les mesures de placement, n'est-ce pas? Dans la pratique, nous le retournons auprès des parents, quel que soit l'effet qu'il a commis. Même s'il a tué quelqu'un, s'il a moins de 14 ans, il ne peut pas comparaître devant le juge. Le juge va le relaxer. Il va le confier à ses parents. La loi parle plutôt de l'institution privée agréée à caractère social, mais dans la pratique, nous disons que cet enfant, un tel enfant, est confié aux parents. Alors, comme il a moins de 14 ans, le juge va le relaxer, mais il restera le problème de réparation du préjudice qu'il a causé. Parce que cet enfant, par l'acte qu'il a commis, a quelque part causé préjudice à autrui. Et ce sont ses parents qui auront à réparer. Nous les appelons en droit les civilement responsables. D'accord? Tandis que ceux qui sont traduits en justice et qui font l'objet justement d'examen des dossiers en leur présence, ce sont ceux-là que nous appelons enfants en conflit avec la loi. Il s'agit des enfants dont l'âge varie de 14 à moins de 18 ans. Donc il faudra faire la différence entre les enfants en conflit avec la loi et ceux qui ne sont pas en conflit avec la loi. Ceux sont en conflit avec la loi, les enfants âgés de 14 à moins de 18 ans qui ont commis les manquements qualifiés d'infraction. Tandis que ceux qui ont moins de 14 ans sont relaxés, confiés aux assistants sociaux pour des mesures d'accompagnement à prendre à leur égard. Ok, merci. Dans quel état mental ou moral se trouvent les enfants pendant le jugement? Bon, vous savez bien, Blessing, comme toi-même tu es enfant, les enfants pendant l'instruction des dossiers sont dans un état de peur, c'est vrai. Ce n'est pas pour rien que le législateur avait fait une étude pour que les enfants comparaissent aux audiences pendant que les juges ne sont pas en toge, comme je m'entretiens avec toi maintenant. Donc il faut éviter la toge, n'est-ce pas, pour que l'enfant ne soit pas frustré, ne soit pas effrayé par cet habit de juge qui a toujours fait peur même aux adultes. D'accord? Ça fait peur même aux adultes. Et les enfants, c'est pareil. Mais nous prenons soin de conscientiser les enfants. Parce qu'il y a ce que nous appelons, comment dirais-je, dans le cadre de l'instruction du dossier, il faut mettre l'enfant en confiance. Le mettre en confiance, c'est-à-dire lui expliquer la situation, tout en lui disant qu'il n'y a pas de condamnation dans le cas de son dossier. N'est-ce pas? On lui fait comprendre certaines choses. Il faut le mettre en confiance. Quand l'enfant arrive, vous vous entretenez avec lui comme votre propre enfant. Donc le juge pour enfant doit se comporter comme un bon père de famille. Il doit éviter que sa présence effraie l'enfant. N'est-ce pas? Oui. L'enfant qui comparaît, il est accompagné de ses parents. C'est pour encore renforcer sa confiance. Ses parents doivent être là. Or, quand nous jugeons les adultes au niveau des juridictions ordinaires, ils ne sont pas accompagnés des parents. Et en plus, il est assisté d'un conseil, donc d'un avocat. Au lieu que l'enfant continue à parler, c'est plutôt l'avocat qui parle à sa place. Et les parents peuvent intervenir. Exceptionnellement, si le juge estime qu'il aimerait avoir des précisions auprès de l'enfant lui-même, tant mieux. Mais sinon, c'est l'avocat qui s'exprime. C'est pourquoi il est toujours recommandé que l'enfant soit assisté d'un conseil. Ça fait partie des garanties procédurales prévues par la loi portant protection de l'enfant en ces articles 103 et 104. N'est-ce pas? Et l'enfant, on doit éviter qu'il soit intimidé parce qu'il ne peut pas être contraint à plaider coupable. Il est libre de s'exprimer. Il est libre, il doit se sentir à l'aise lorsqu'il est devant les juges. Les difficultés de votre travail se situent à quel niveau? Ah oui, les difficultés du travail, mais elles sont nombreuses, Blessing. À quel niveau? C'est à plusieurs niveaux également. C'est d'abord au niveau de l'organisation et au niveau du fonctionnement. Vous voyez, commencer d'abord par l'état du bâtiment avec les pièces
qui sont vraiment très étroites que nous avons. Il aurait fallu qu'il y ait quand même de l'espace. Quand vous voyez au niveau du bureau des juges, ils n'ont pas assez d'espace. Il y a 3-4 juges dans une même salle, alors que nous sommes par exemple en période de la maladie qui sévit, la maladie de Covid-19. On ne peut pas trouver plus de 3 personnes dans un même local. Telles sont les recommandations, les exigences ici, en cette période, alors que chaque juge doit travailler. C'est un problème. Dans la salle d'audience où nous accueillons les gens, il y a les parties qui viennent en matière civile. Ce sont des audiences publiques. Il y a plusieurs personnes qui doivent être là, mais la salle n'est pas aussi grande. Il n'y a pas assez d'espace. Les difficultés liées au fonctionnement sont également dues au manque de frais de fonctionnement parce que nous sommes un service public. Depuis que nous sommes là, on n'a jamais perçu quoi que ce soit à titre de frais de fonctionnement. La mobilité pour les enfants, comment déplacer les enfants qui nous parviennent ici pour leur lieu de placement. Nous avons un enfant qui nous arrive, il faut le placer dans une institution privée agréée à caractère social, au CESCA par exemple, à Kitambo, mais quand cet enfant vous manquez de transport, comment vous allez le déplacer? L'enfant n'ira pas seul, il faudra qu'il soit accompagné des assistants sociaux. Donc il se pose aussi un problème de mobilité, non seulement pour les institutions privées agréées à caractère social, mais également pour l'institution publique, c'est-à-dire à la prison, là où nous devons les placer, nous nous démenons nous-mêmes, on fait un effort pour le déplacement de ces enfants. Et ce n'est pas facile. Et il y a plusieurs autres, n'est-ce pas, difficultés que nous n'aimerions pas citer ici. Quelle est l'attitude des parents devant le tribunal? Font-ils la résistance ou collaborent-ils ou font-ils la résistance? Cela dépend d'un parent à un autre. Il y a des parents qui collaborent bien avec le tribunal ainsi que leurs enfants. Mais il y en a, compte tenu du comportement de certains parents, des uns et des autres, qui ne collaborent pas et qui rendent la tâche difficile aux juges que nous sommes. La plupart des cas, je peux citer les cas des parents à qui nous avons confié les enfants. Nous avons estimé que cet enfant, il faudra qu'il soit placé sous l'autorité parentale et de temps en temps, il peut revenir avec l'enfant à l'audience. L'enfant lui a été confié, mais il ne revient plus. L'enfant disparaît avec son enfant. Ça fait partie aussi des difficultés. L'enfant disparaît. Ce sont des parents qui devraient accompagner normalement des enfants. Parce qu'il a pris un engagement. Je reviendrai avec l'enfant chaque fois que le juge l'exigera. Mais quand le juge exige que l'enfant revienne, vous apprendrez qu'ils ont changé d'adresse. Ils ne sont plus là. L'enfant a voyagé, ainsi de suite. Donc il y a des parents qui collaborent, qui sont de bons comportements. Il y a des parents aussi qui n'ont pas un bon comportement et qui ne collaborent pas avec la justice pour enfants que nous dirigeons, malheureusement. Mais nous faisons un effort, même si la loi a prévu qu'il y a possibilité de poursuivre ces parents-là, mais dans la plupart des cas, ils ne sont pas poursuivis. Parce que la charge de poursuite de ces parents n'émane pas au juge pour enfants. C'est plutôt au parquet ou à la police d'ouvrir des dossiers à chaque des parents qui ont soustrait les enfants de la procédure qui a été intentée à leur égard. Donc, cela dépend du comportement des uns et des autres. En cas de refus de collaboration des parents, que fait le tribunal? Le tribunal doit insister, doit encore relancer des exploits pour que les parents reviennent avec l'enfant. Mais s'il persiste, il revient à la partie victime de saisir soit les parquets, soit la police, conformément à la loi portant protection de l'enfant, afin que des poursuites soient engagées vis-à-vis de ces parents-là. Et quand le parent sera, par exemple, appréhendé ou arrêté, en ce moment, on oblige à ces parents de retourner avec l'enfant au niveau du tribunal pour enfants pour que les poursuites reprennent ou les dossiers judiciaires à charge de leur enfant reprennent. Ok, quel est le chiffre annuel des enfants enregistrés dans votre tribunal? Annuellement, je peux dire qu'on peut atteindre, ça dépend d'une matière à une autre. Annuellement, on peut atteindre en moyenne 500 dossiers en matière d'enfants confiés avec la loi, 1000 ou 1200 dossiers en matière civile. Ça dépend. En matière d'enfants en situation difficile, nous n'avons pas des statistiques vraiment appropriées, mais je peux m'imaginer qu'on peut dépasser aussi 300-400 dossiers par an
en matière d'enfants en situation difficile. Le chiffre sont-ils en évolution ou en baisse? Les chiffres sont en évolution, pour venir sur votre expression, en évolution dans ce sens que, au lieu d'ailleurs, vous remarquez qu'en matière d'enfants en conflit avec la loi, des fois ce sont les enfants pour qui nous avons déjà eu à ouvrir les dossiers et à poser des actes d'instruction, mais dès lors qu'ils sont retournés en famille, ils reviennent encore. Les mêmes enfants reviennent encore. Ce sont des enfants que nous appelons réitérants. Ils reviennent, n'est-ce pas? Ils réitèrent encore à leur fait. Mais en matière d'enfants en situation difficile, ce n'est pas très fréquent. En matière civile, ce sont des cas qui se posent toujours. Ça dépend des besoins des enfants exprimés par leurs parents, soit dans le cadre de jugements supplétifs, qui sont toujours évolutifs, mais également en matière d'adoption, où nous enregistrons également beaucoup de dossiers. Donc c'est évolutif. Pourquoi est-ce que le chiffre est en évolution? Est-ce que c'est parce que les parents ne jouent pas très bien leur rôle ou c'est parce que le tribunal ne sensibilise pas assez? Non, ça dépend d'une matière à une autre. En matière d'enfants en conflit avec la loi, ce sont les enfants, dans la plupart des cas, qui sont en rupture familiale, ils sont dans la rue, il n'y a pas un parent. Cela relève de la responsabilité de l'État congolais qui devrait en principe mobiliser des services sociaux, n'est-ce pas, des assistants sociaux, des travailleurs sociaux, pour justement entrer en contact avec ces enfants, trouver des solutions à leurs problèmes. Là, ce n'est pas un problème du tribunal. Le tribunal peut être justement associé à ce travail-là qui pourra être fait au niveau du ministère de Genre, Famille et Enfants, ou au niveau du ministère des Affaires sociales, pour justement s'occuper des cas de ces enfants-là. On peut associer le tribunal. Le tribunal fait un travail judiciaire. C'est quand les faits sont portés à l'intention du juge ou du tribunal que nous agissons. Mais en matière civile, ça c'est un besoin permanent. Pourquoi c'est évolutif? Ça dépend des cas de naissance des enfants. Les enfants qui n'ont pas été déclarés à l'état civil, ça c'est de la responsabilité des parents et non pas des juges. Quand vous êtes né, papa a eu à vous déclarer devant l'officier de l'état civil. Mais s'il ne l'avait pas fait, il viendrait devant nous. Donc c'est de la négligence, comme j'ai toujours dit, de la négligence de la part des parents qui n'arrivent pas à déclarer leurs enfants dans le délai légal. Quel est le délai légal? C'est 90 jours, donc 3 mois. Auparavant, c'était 30 jours. Mais on a estimé que les parents étaient toujours distraits. Dans les 30 jours, ils ne déclaraient pas leurs enfants. Alors, le législateur est allé jusqu'à 90 jours. Malgré cette majoration du délai de 90 jours, les parents sont restés les mêmes. Ils ne déclarent pas les enfants. Et comme on n'a pas déclaré l'enfant à l'état civil dans les 90 jours, c'est seulement après qu'ils viennent au tribunal pour enfants pour obtenir le jugement supplétif d'acte de naissance pour leurs enfants. Donc, compte tenu du nombre de naissances non déclarées, c'est ce qui fait que les chiffres soient en évolution par rapport au dossier que nous enregistrons. Ok, Président. Les policiers ou les militaires qui maltraitent les enfants sont-ils aussi jugés par le tribunal pour enfants? Non, malheureusement. Le tribunal pour enfants n'est pas compétent à examiner le cas commis par des adultes. Le tribunal pour enfants n'est compétent qu'à l'égard des personnes âgées de moins de 18 ans. Si l'enfant est victime de maltraitance ou de faits infractionnels commis par un adulte, qu'il soit militaire, policier ou civil, cela relève de la compétence des juridictions, soit militaires, soit des juridictions civiles, lorsqu'il s'agit des parents civils. Donc, ce sont des cas qu'il faut dénoncer devant ces juridictions-là et non pas devant les tribunaux pour enfants. Devant les tribunaux pour enfants, on n'examine que les faits commis par des enfants. Apparemment, il y a beaucoup de cas de violation de la loi par les enfants comme chez les adultes qui sont traités à l'amiable en famille. Quels sont ces inconvénients? Lorsque les faits sont commis par un enfant et que c'est traité à l'amiable, il faut savoir de quels faits il s'agit. S'il s'agit de faits qui relèvent du social de l'enfant, c'est normal que ce soit traité en famille et que des solutions soient trouvées. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. C'est pour justement répondre aux besoins de l'enfant.
Mais lorsqu'il s'agit de faits qui ont trait au manquement qualifié d'infraction commis par un enfant, il serait souhaitable que ces faits soient portés à la connaissance du juge pour enfants afin de trouver des solutions, n'est-ce pas, dans le cadre de la justice pour enfants, dans le cadre du dossier qui sera ouvert au niveau du tribunal pour enfants. C'est souhaitable. Mais l'on dit également que mieux vaut un arrangement à l'amiable plutôt qu'une action en justice qui peut prendre beaucoup de temps, qui peut beaucoup durer. Si les parents se sont arrangés à l'amiable dans le cadre du dossier qui concerne leur enfant, je ne trouve aucun mal. Je ne trouve aucun mal parce que c'est des enfants. Mais si les parents n'ont pas eu la possibilité de trouver des solutions au niveau des familles, c'est à ce moment-là que nous sommes saisis. Et même nous, quand nous sommes saisis, des fois, nous privilégions la possibilité de la médiation. Je vous ai parlé du comité de médiation au début. C'est justement un organe, un corps, à part le tribunal pour enfants, il travaille contrairement aux instructions menées par les juges et ils font une médiation. Ils appellent les parties, ils les convoquent et procèdent à une médiation pour trouver un arrangement à l'amiable. C'est une bonne chose. En matière de protection de l'enfant, l'arrangement à l'amiable est une bonne chose. Ce n'est pas mauvais. Ok, merci Président. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous avez un mot de la fin? Le mot de la fin, c'est d'abord celui de te remercier, Blessing, et de t'encourager dans le cadre de ton émission, parce que c'est une émission qui s'occupe des enfants. Et toi-même, tu es enfant, c'est une bonne chose. Je t'encourage, je te félicite. Et continue ainsi. Je pense qu'avec ces émissions, beaucoup d'enfants seront informés de leurs droits et beaucoup de parents seront également interpellés de leurs obligations vis-à-vis de leurs enfants. Mais s'agissant du tribunal pour enfants, je te demanderai s'il y a moyen, dans le cadre de votre émission, de veiller sur la protection des enfants en sensibilisant les parents, n'est-ce pas, que nous sommes tous, que nous soyons juges ou pas, nous sommes parents, que nous soyons sensibilisés dans le cadre de votre émission pour que les droits des enfants soient réellement respectés et que les enfants s'épanouissent de façon harmonieuse là où ils sont. Mais il faudra encore te demander d'entrer en contact avec d'autres services étatiques au niveau des ministères, au niveau des divisions des affaires sociales, au niveau des divisions du genre famille et enfants plutôt, pour que l'on puisse trouver des solutions aux problèmes des enfants dits enfants de la rue, donc les enfants en rupture familiale. Voilà en quelque sorte ce que je peux justement vous dire en dernier lieu. Merci Président pour votre disponibilité. Nous reviendrons certainement vers vous pour d'autres sujets. Merci également à vous qui nous avez regardés et à la famille Kassassi ainsi qu'Indibou. Vous avez certainement compris le rôle de ce tribunal. Nous vous invitons à regarder cette émission ensemble avec les enfants pour qu'ils puissent comprendre que la place de l'enfant n'est pas dans le tribunal, non plus en prison, mais à la maison, à l'école et tout autre endroit qui favorise son épanouissement intégral. Pour ça, nous devons poser des actes réfléchis et conformes à la loi. Nous vous demandons aussi, les parents, de ne pas seulement se limiter à votre simple rôle de l'autorité parentale, mais aussi de celui de la responsabilité parentale pour nous épargner de certains désagréments de la vie. Attention, cette émission à regarder ensemble avec les enfants. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube Blessing KBL TV. Merci et à la prochaine.